Bonjour à tous, bienvenue dans Panoramia, votre émission de veille techno préférée sur l'IA, donc avec un petit actualité brève, mais une partie un peu plus technique, on va le voir dans cette émission. Pour cette session, on est accompagné de Jean-Luc Parouti, qui se trouve là, voilà, Bonjour. qui se trouve à distance, voilà, de Kamel et moi qui sont très récurrents, et du coup de Nathan, je te laisse te présenter vu que tu... Mais du coup, Nathan Kascom, je suis ingénieur de recherche à l'IDRIS, au même titre que certains des invités de Panoramia et un petit peu comme Léo et Kamel. On profite de ce début pour passer un message à Jean-Luc, je l'avais toujours pas dit. Le mois dernier, on avait eu un invité, Martial Mancy, et il nous disait, il avait découvert Findle, etc. Il était très content, il était triste de ne pas avoir vu Jean-Luc au dernier Panoramia. Voilà. Ah, mais c'est pas facile de me voir, hein, vous notez bien. Là. C'est pas évident. Oui, mais c'est pas Alors aujourd'hui, voilà, au moins on t'entend et je propose sans plus tarder de passer à la suite et du coup Jean-Luc, tu vas nous parler de quelques brèves, de quelques actualités. Donc, le groupe Le Monde se date d'une charte sur l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est très intéressant sur la démarche, sur le fond et sur les réflexions que ça peut que ça peut nous susciter. Donc, bon, c'est un article du Monde où ils présentent leur charte, etc., leur approche. Il y a des grands principes. Là, en aucun cas, l'IA ne peut se substituer à l'humain dans nos productions et réalisations journalistiques. Donc ça, là, c'est tout à fait louable, raisonnable et important, parce que effectivement, là, dans les temps qui viennent, on peut quand même se poser la question, déjà qu'il y avait comme beaucoup de médias qui se contentaient de faire un copier-coller des dépêches AFP, mais ça va pas aller en s'arrangeant. Voilà, donc là, Le Monde, c'est en gros une approche de qualité. Les intelligences artificielles génératives ne peuvent en aucun cas se substituer aux équipes éditoriales. En cours à l'IA générative n'est autorisée que dans des conditions strictement encadrées, etc., etc. Alors ça, c'est très bien. Dans les choses qui sont intéressantes, c'est que par exemple, dans ce qu'ils ont défini dans leur charte, c'est que l'utilisation de l'IA générative pour créer des images est prohibée. Alors ça, ça se conçoit sur des images de presse de pas utiliser des IA pour faire des fausses images de presse. Par contre, sur de l'illustration courante commune, ça peut poser à nous interroger quand même, nous conduire à nous interroger. Déjà parce que c'est un outil de dessin comme un autre, ou en tout cas ça sera un outil de dessin comme un autre. L'IA générative est intégrée maintenant il y a des fonctions dans Photoshop, dans Illustrator et dans tous ces outils-là. Voilà, donc un encadrement c'est une chose, une prohibition en est une autre. Donc là on peut se poser la question. Et puis après il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que le monde a déjà recours quand même massivement à l'intelligence artificielle pour de la traduction et pour les versions audio des articles. Voilà. Donc, en gros, ils protègent les graphistes d'un côté, ce qui est tout à fait louable. Par contre, ils sont pas spécialement protégés les traducteurs ou les comédiens, enfin ceux qui faisaient toutes les voix off historiquement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est intéressant dans la démarche et dans le contexte, c'est que ça a du sens, mais il y a des périmètres à définir qui peuvent poser à réfléchir un petit peu. Alors toujours dans les réflexions autour de l'IA, l'UNESCO a fait une étude, a diffusé une étude. C'est il y a pas très longtemps, je crois que c'est le mois dernier, dans le mois qui s'est écoulé, sur la présence de stéréotypes de genre notamment dans les LLM, dans les IA et dans les LLM en tête. Alors ChatGPT évidemment essentiellement. Alors voilà, vous pouvez retrouver ça sur le site de l'UNESCO. L'étude en question est téléchargeable très facilement. On peut dire un petit peu, voilà, et on peut la voir ici. C'est quelque chose d'assez lisible, comme tous ces documents-là. On est sur des choses qui sont assez accessibles. Et pour regarder très rapidement un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est pas une étude qui fait 500 pages non plus, mais il y a des choses assez intéressantes. Alors si je retrouve le petit graphique en faisant défiler, voilà, qui est ici. Voilà, donc là, ils ont posé des questions à des LLM, et donc 3 LLM, GPT-2, Llama et ChatGPT, et pour essayer de voir un petit peu les retours qu'il pouvait y avoir. Alors là, par exemple, c'était ils ont analysé la vision qui était donnée sur un certain nombre de sujets.
et de comparer comme ça les différents LLM. Alors, on peut voir par exemple que ChatGPT est très neutre, voire une attitude positive dans 80% des cas, quand on parle d'hommes, de femmes, noirs, blancs, homosexuels, etc. Et ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, GPT-2 ou de Llama 2, quoi, hein, où on voit que dans le cas de l'homosexualité, par exemple, dans le cas des gays, on a une image négative dans 70% des cas de ce qui est retourné par Llama 2. Voilà, donc c'est là une étude qui est assez simple dans le protocole et qui est assez intéressante dans le résultat, enfin, en tout cas qui doit nous conduire à nous interroger. Donc on parlait tout à l'heure d'alignement, on voit combien l'alignement est manifestement essentiel, enfin est essentiel, objectivement essentiel, et a été surtout manifestement efficace dans le cas de ChatGPT. Voilà, alors, on va pas parcourir toute l'étude, mais une autre chose assez intéressante dans le temps que ça arrive, voilà, ils ont fait euh, ils ont fait des choses assez intéressantes. Ils ont demandé au modèle de générer des histoires, alors 1 millier d'histoires, et puis ensuite ils ont analysé les contenus avec des nuages de mots, et on voit comme ça des stéréotypes qui sont assez terribles qui apparaissent entre, par exemple, les hommes et les femmes. D'un côté, on est des aventuriers, etc., et puis de l'autre côté, on est plutôt censé s'occuper des enfants et tout ce que l'on veut, quoi. Voilà. Donc des études assez simples dans la mise en œuvre et qui sont vraiment très très intéressantes dans les faits, dans les conséquences. Voilà, donc le site de l'UNESCO, hein, est de retrouver comme ça cette étude. Et puis bon, voilà, peut-être prendre l'habitude de vraiment analyser comme ça à travers des protocoles qui sont finalement assez simples, assez imagés, assez pertinents, les résultats de nos IA. Voilà, la petite histoire, alors presque drôle du jour, c'est donc là c'est sur le site Dailydot, mais ça a été reporté dans un certain nombre sur un certain nombre de sites et de médias, avec un grand dilemme. Est-ce que, donc là on voit une femme qui parle, qui raconte quelque chose, et la question c'est est-ce que c'était une IA ou est-ce que c'était quelqu'un de réel? Et alors là évidemment, ça fait partie des choses qu'on adore sur Internet, où ça s'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est parti aussi d'un tweet qui est ici. Alors là le son, on va pas essayer de faire remonter le son, là on va y aller progressivement. Déjà vous arrivez à m'entendre, c'est pas mal. Mais bon voilà, vous avez une personne qui parle, et la question c'était est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fake? Voilà. Et ben en fait c'est les deux. C'est à la fois vrai et faux. Et ça vient d'une société Arcade AI qui s'est fait sa pub au passage. Alors leur business model, c'est de proposer à des influenceurs, influenceuses, de pouvoir faire des vidéos, je cite, rapides pour pas cher, etc., pour promouvoir des produits. Et donc, vous écrivez votre texte avec un prompt classique, et puis vous choisissez un ou une comédienne qui va raconter ce texte. Voilà, ça c'est leur business model. Alors, c'est version bêta, tout ce qu'on veut, etc. Le concept est là, mais c'est vraiment en train d'arriver, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne que l'on voyait qui causait, ou ces personnes que l'on voit ici, sont des personnes réelles qui ont donné des vidéos, donc des comédiens, comédiennes, qui ont donné des vidéos et qui sont ensuite utilisées avec du prompting pour fabriquer des vidéos finales. Voilà. Alors, c'est intellectuellement, enfin en tout cas techniquement intéressant, etc. En termes d'usage, on peut quand même se poser la question de la finalité de ces outils-là, parce qu'ils expliquent clairement que l'objectif, c'est de pouvoir faire beaucoup de publicité ciblée, très facile et pour pas cher. Pas cher dans le sens où vous n'avez pas besoin d'embaucher un vrai comédien ou une vraie comédienne pour faire les vidéos. Oui, parce que finalement, Voilà. Jean-Luc, ce que tu nous expliques, c'est que l'IA arrive, donc détruit des emplois, mais détruit même des emplois d'influenceurs. Quelque chose qui est quand même très récent. Et donc finalement, Alors, tout à fait. personne n'est à l'abri, Jean-Luc. Exactement. Nous non plus, nous ne sommes pas à l'abri. D'ailleurs, ça marcherait peut-être mieux si on prenait nos avatars plutôt que nous-mêmes. Il y en a, je crois, qui ont cru qu'on était des IA à un moment. Ah bah là, on a Il y a eu la confirmé que blague qui c'était avait été l'intelligence faite une naturelle. fois sur Fiddle. Je crois qu'il y en a qui l'ont pris au premier degré. Non, là, on a fait la preuve aujourd'hui que c'était bien nous qui étions aux manettes et
et en direct. Voilà, donc là, ça pose plein de questions parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Nous, on a pensé pour nos vidéos de formation de pouvoir utiliser des outils comme ça pour faire, par exemple, des traductions automatiques avec des outils de type Agen et autres. Mais là, voilà, donc on a un influenceur ou une influenceuse qui veut faire des vidéos pour vendre du dentifrice ou je sais pas quoi. Bah, elle peut faire ça, il ou elle peut faire ça, il peut faire ça, la personne peut faire ça elle-même devant sa caméra et puis refaire la vidéo pour le dentifrice, pour la brosse à dents, pour le paquet de céréales et tout ce qu'on veut. Ou alors faire une vidéo type et puis ensuite par prompting de générer automatiquement toutes les vidéos derrière. Alors, donc ça peut aider, mais ça peut aussi détruire beaucoup de choses. Voilà, et on peut se rappeler comme ça les vidéos qu'il y avait eu, enfin les grèves, les grèves en fait. Il y avait eu la grève des acteurs d'Hollywood et puis qui s'était greffé sur la grève des scénaristes. Et donc ça avait été en septembre dernier, il y avait eu comme ça une grosse grève qui s'était soldée par une victoire humaine, ce que dit l'article ici, qui s'était soldée par une victoire humaine sur la mise en place d'une charte, comme quoi les comédiens ne pourraient pas être remplacés par des IA, etc. Manifestement, au niveau du SAG-AFTRA, ils ne s'étaient pas trompés, ils avaient eu raison d'essayer de protéger leur territoire comme ça, tout comme l'ont fait finalement les journalistes du Monde et finalement, quelque part, dans le cas des journalistes du Monde, c'est très bien. Dans le cas du cinéma, etc., c'est très bien pour les comédiens. Mais il y a peut-être des équilibres à trouver. En tout cas, c'est très compliqué. Et là, on voit à travers cet exemple là, une forme de dérive ou en tout cas de questionnement qu'on peut avoir sur la place de ces outils-là. Voilà. En transition, ce qui s'est passé comme ça pour l'image, ce qui s'est passé dans le cas des comédiens et dans le cas des influenceurs, influenceuses, est aujourd'hui en train de se passer pour la musique. Alors là, c'est le truc du mois. Il y a eu quand même deux annonces intéressantes. Suno d'un côté, Suno qui propose comme ça alors c'est très simple, hein, on clique sur Make a Song et puis on tape son prompt, on définit le style de musique que l'on veut et puis ça va fabriquer la musique derrière. Et voilà. Et puis voilà, vous avez tout un tas. Alors il suffit d'y aller, hein, vous tapez Suno, vous trouvez les URL très rapidement, puis on vous les partagera sur la chaîne. Et puis vous retrouvez comme ça tout un tas d'exemples, et puis vous pouvez faire vos propres exemples, etc. Et alors il y a quelques mois, on avait déjà dans Panoramia parlé un petit peu de ces outils-là. C'était balbutiant, il y avait du potentiel, comme on dit dans ces cas-là. Là, c'est plus pareil. Là, ça commence à devenir des outils qui marchent vraiment très très bien. Moi, je suis assez bluffé par la qualité alors tout n'est pas bon, mais je dirais que toute la musique aujourd'hui n'est peut-être pas non plus à mes goûts, on va dire ça comme ça. Mais là, il y a vraiment un potentiel très très voilà, ça c'est des choses qui marchent, qui commencent à vraiment marcher à l'échelle 1, à l'échelle 1 et qui posent effectivement problème. Alors là, le résultat évidemment, comme dans le cas des comédiens, c'est qu'il y a des réactions assez vives qui se mettent en place du côté du monde artistique, au niveau de l'Artist Right Alliance qui a fait une pétition que l'on va trouver ici. Voilà, la pétition qui va apparaître ici. Voilà, donc là, il y a 200 grands chanteurs, chanteuses, groupes, etc., qui ont signé une pétition pour demander que l'on ne détruise pas la musique, que l'on ne dévalue pas la musique avec ces outils-là. Et en fait, la question est tout à fait légitime, parce qu'à partir du moment où on peut industrialiser de la génération d'images, et c'est déjà le cas sur des acteurs comme Spotify, Deezer et autres. Il y avait eu le cas d'Amazon d'ailleurs, où Amazon avait limité le nombre de livres que l'on peut mettre en vente par jour à 8, parce qu'évidemment, ils étaient asphyxiés par de la génération automatique. Voilà, donc ce qui s'est passé sur l'écrit est en train de se passer sur la musique et de se passer sur l'image. Voilà. Alors, ça pose beaucoup de questions sur la pertinence de ces outils-là. On peut se poser la question de savoir si, quand il y a eu les premières boîtes à rythme qui sont apparues dans les années 70-80, j'imagine, je me souviens plus très bien quand les premières boîtes à rythme roulant et autres sont apparues. Mais bon, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils d'aide à la création musicale. Donc, il y a les Ableton, la push d'Ableton, il y a les boîtes à rythme, les arrangeurs automatiques, etc., les vocodeurs. Enfin, il y a une myriade d'outils qui permettent, de prothèses, qui permettent comme ça de faire de la création musicale aidée.
et pour lesquels on n'a pas eu de débat, on n'a pas eu de réaction, de pétition, de manifestation contre les boîtes à rythme Roland ou quoi que ce soit, et ça n'a pas fait disparaître les batteurs. Là, on peut se poser la question de savoir si on passe pas une étape où effectivement on peut s'affranchir des musiciens, ou à l'opposé, peut-être que des gens qui ont effectivement aucun sens musique, aucune oreille musicale, aucun sens du rythme comme moi, qui ont vainement essayé d'apprendre, de prendre des cours de batterie, des cours de piano de manière totalement désastreuse et sans espoir, est-ce que pour une fois on n'aurait pas peut-être enfin une prothèse qui nous permettrait de faire de la musique, de la création musicale, voilà, pour nous handicapés musicaux que nous sommes, enfin que je suis moi en particulier, voilà. Mais voilà, grand débat, et là on est qu'au début du débat, et je pense que voilà, on n'a pas fini d'en discuter. Toujours dans le côté donc de tout ce qui est audio, synthèse audio. Donc là il y avait donc Suno qui est une avancée objective, hein, une étape qui est franchie. Il y a OpenAI qui a proposé donc Voice Engine. Alors il le propose qu'à moitié. Il en montre le potentiel, mais il ne le propose pas encore. Il le propose en service parce que je vous ai parlé, on avait vu précédemment dans un autre Panoramia le service AGen qui permet comme ça de faire de la traduction automatique. Et AGen s'appuie sur le Voice Engine d'OpenAI. Alors, c'est quoi cette chose-là? C'est quelque chose qui est capable de faire de la synthèse musicale. On donne une voix de référence. Alors, malheureusement, on n'est pas capable. Là, j'ai pas trouvé comment vous faire remonter le son, mais c'est assez bluffant. Voilà, vous avez une douzaine de secondes. Hein, il faut au moins, je crois, une quinzaine de secondes. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'une voix originale. Et puis ensuite, on peut faire parler. On peut générer de la voix. Alors pour faire de la lecture, de la traduction et tout un tas de choses comme ça. Donc il y a un certain nombre d'exemples qui sont proposés, qui sont vraiment très très intéressants. Et il propose aussi des exemples d'applications qui, évidemment, les exemples d'applications qu'il propose sont tout à fait louables. C'est par exemple des gens qui ont été, qui ont eu des accidents, qui ont eu des maladies, qui ne peuvent plus parler, qui peuvent comme ça retrouver la possibilité de s'exprimer, alors à travers un prompt, mais avec leur voix. De la traduction automatique évidemment. Donc ils ont voilà tout un tas d'exemples comme ça qui sont tout à fait louables, mais alors il y a quand même un coup de patin, un coup de frein dans la diffusion et la mise à disposition de cet outil, puisque c'est aussi quelque chose d'assez fabuleux pour faire évidemment des faux à poil et à plume, de l'utilisation abusive, etc. Les dérives peuvent être aussi très très importantes. Voilà, donc gros potentiel, grosse avancée comme ça sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois autour de ces outils, que ce soit côté création musicale ou de la création de la synthèse vocale. Et là, le résultat de ces deux outils. Et puis deux dernières brèves que je vais laisser à mes petits camarades le soin de commenter. Le CNRS et Jean Zé qui prend de l'ampleur et qui sort un peu les biceps, et puis de nouveaux processeurs, de nouveaux GPU. Je vous laisse, alors je sais. Oui, du coup, petite actualité que vous avez peut-être vu passer, effectivement, Jean Zé va s'agrandir, et pas qu'un peu. Du coup, avec l'annonce de Jean Zé 4, donc la plus récente des extensions de Jean Zé, qui devrait récupérer plus de 1000 GPU H100. Donc le haut de gamme, on va le voir juste après, quasi haut de gamme des cartes graphiques d'NVIDIA pour les supercalculateurs. Du coup, avec tout un nouveau système de stockage bien plus performant, ce qui devrait permettre aux supercalculateurs de mettre à disposition des moyens importants pour le pré-entraînement de modèles de langue ou de modèles nécessitant des ressources de calcul très importantes. Donc voilà, on en reparlera sûrement dans un prochain Panoramia, avec un sujet dédié et avec des intervenants experts sur ce matériel. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et justement, je disais, donc, on a la chance de pouvoir récupérer des H100, parce qu'il faut savoir que les cartes graphiques de clusters de calcul, que ce soit NVIDIA ou AMD, c'est très demandé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'IA, ça génère beaucoup d'argent et qu'il y a des sociétés qui en ont beaucoup à dépenser. Donc, c'est des marchés qui sont très tendus, mais il y a NVIDIA qui continue quand même d'avoir de l'avance, et qui, lors du GTC, donc la conférence que j'ai pu vous présenter rapidement durant les brèves du Panoramia précédent, la conférence NVIDIA
a permis de faire la release de leur nouvelle plateforme, donc avec les GPU Blackwell, qui sont des machines très 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 performantes. On commence à rentrer à des niveaux de flop par rack, donc par densité de matériel, qui commence à être très très important, avec des nouveaux systèmes de communication entre les nœuds, entre les GPU, entre les processeurs, entre tout et n'importe quoi. C'est clairement du matériel qui va permettre de faire des choses exceptionnelles. Je pense notamment, vous l'avez peut-être vu passer, on l'a pas mis dans les brefs, mais OpenAI, qui avec l'aide de Microsoft, essaye de trouver un moyen de se débatouiller pour l'apprentissage de leur prochain GPT, qui sera d'une taille sûrement astronomique. Et ben c'est une réponse du point de vue matériel qui commence à être apportée par Nvidia. Sur le papier, c'est très bien. Forcément, on espère pouvoir faire des tests, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 6 mois, 1 an, sur ce matériel pour savoir si les chiffres annoncés sont bons et si on a vraiment les facteurs d'accélération sur des apprentissages d'IA qui sont attendus et espérés. Voilà. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que la complexité, c'est d'avoir quelque chose d'homogène entre effectivement les GPU eux-mêmes, mais aussi la capacité réseau de communiquer entre les GPU, la capacité de gérer les données qui sont autour, et puis avoir évidemment toute l'administration système autour de ça et tout le support IA, tout le support, toute l'expertise dans la gestion des environnements, dans la gestion des problématiques, l'accompagnement des équipes de recherche, etc. Et là, c'est votre savoir-faire. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas que le GPU. Il n'y a pas que le matériel, effectivement, il y a tout le reste. Je pense que c'est tout pour ces brèves, Jean-Luc? Oui, voilà, c'était... Voilà. Je sais pas faire ma beauté qu'il faut pas. Non, il y a des bien. petites réflexions sur, par exemple, c'est beaucoup réagir, c'est production basique. Effectivement, on est vraiment dans Panoramia, on présente les papiers de recherche globalement. On voit qu'il y a de l'avance, typiquement sur la génération de musique, de son, de texte. La recherche a de l'avance, mais là où ça devient vraiment impressionnant, c'est quand on commence à mettre ça en place directement dans des produits pour les utilisateurs finaux, donc pour les gens, le grand public. Et ça change vraiment des paradigmes commerciaux de manière générale pour la façon d'acheter des biens ou des services. C'est un nouvel acteur qui est assez déstabilisant dans la plupart des milieux. Pour la musique, pour la vidéo, pour le moment, c'est encore le cas. On vous a présenté Sora avec le modèle de génération de vidéo d'OpenAI. Pour le moment, c'est impressionnant. On a vu des démos, on a vu des tests. Au sein de l'IDES, on va faire des tests sur d'autres architectures sur similaires, donc la génération vidéo. Mais c'est pas encore dans le grand public. On peut s'attendre à ce que quand on pourra générer nos films de vacances depuis une petite page internet, ce sera vraiment impressionnant. Et ça va remettre beaucoup de choses en perspective. Alors, et une grande question, c'est est-ce que on peut voir ça comme, alors c'est à la fois ça et ça, hein, est-ce que c'est quelque chose qui va remplacer les comédiens, qui va remplacer les artistes, les graphistes, cinéastes, musiciens, écrivains, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va aider, qui va accompagner? Est-ce que c'est un outil de plus ou est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer? Et c'est très 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 compliqué de répondre à ça parce que c'est à la fois l'un et l'autre. De la même façon que, faut pas se leurrer, il y a quand même des gens qui utilisent des boîtes à rythme parce qu'ils n'ont pas de batteur ou à la place des batteurs parce que la boîte à rythme est moins pénible que le batteur, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc, Bon, ça manquera pas de continuer à réagir. Et je propose, sans plus tarder, de passer à la suite. Moi, ma partie, c'était à parler un petit peu d'un papier qui était sorti. Alors, c'est un papier qui est assez vieux parce qu'en fait, finalement, il est sorti en février. Et depuis, il y a déjà eu des petits changements. Mais c'est un papier qui est quand même assez intéressant. C'est l'optimisation de Kalman-Tversky, ou KTO pour les intimes. Et en fait, ça serait une nouvelle méthode pour faire de l'alignement de LLM. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est l'alignement? J'ai juste un petit rappel. C'est en fait... ça dépend en fait de la réponse que nous donne notre modèle de langage. Donc si par exemple, donc là, Jean Zay est en phase pour avoir une nouvelle extension, donc je pourrais tout simplement lui demander, si je ne sais pas ce que je veux rajouter à la machine, quel type de GPU choisir pour la nouvelle extension de Jean Zay. Et on pourrait imaginer que notre LLM d'un côté, il nous dise
Il y a plein de modèles disponibles sur le marché, ou alors, dans un autre cas, nous dire, bah, ça dépend, quel est ton besoin, qu'est-ce que tu recherches. Dans les deux cas, les réponses sont correctes. Mais le problème, c'est que dans le premier cas, bah, c'est vrai, mais ça ne sert à rien. En fait, ça ne m'a absolument pas aidé. Là où dans le deuxième, il essaye de comprendre ce que je veux et ça a un petit peu fait avancer un petit peu plus la discussion. Et donc, en fait, là, ce qu'on essaye, c'est un petit peu de, en quelque sorte, biaiser le modèle de sorte à correspondre à nos envies à nous. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est que les réponses de LLM, elles peuvent être bah, inadaptées au prompt. Elles peuvent être carrément toxiques. Donc il y a eu des cas où des LLM insultent un petit peu en retour. Elles peuvent être inutiles à l'utilisateur. Donc c'était le cas de l'exemple que j'ai montré là. Ou alors elles peuvent être biaisées, voire même fausses. Donc on sait que des fois les LLM, ils ont un peu tendance à faire à inventer presque un contexte, à halluciner. Donc là, en fait, on voit aussi dans les slides que la petite métaphore qu'on aime bien à l'Idris pour les LLM, c'est un Cthulhu. C'est le côté monstre qu'on contrôle pas. C'est le LLM, des fois, il a des capacités pardon. Il a de très bonnes capacités, mais on contrôle pas toujours ses sorties. Et donc, du coup, c'est un petit peu le monstre qu'on contrôle pas et qu'on essaye de contrôler par le prompt engineering ou par du fine tuning. Et donc là, on a LLM des fois qui peuvent partir en vrille ou alors nous donner des réponses qui n'ont aucun intérêt. Et donc, en fait, on essaie de corriger un petit peu ça. Globalement, en fait, on change pas trop la distribution de ces réponses. On veut globalement, c'est un modèle qui est entraîné et qui sait bien parler, mais ça correspond pas tout à fait à ce qu'un humain voudrait. Et donc là, du coup, on va essayer de travailler là-dessus et c'est le principe de l'alignement aux préférences. Et grosso modo, la solution de l'alignement, c'était en fait, on avait un prompt un peu difficile, bah, typiquement quel type de GPU choisir pour mon extension. Et puis mon modèle, il me sort plein de sorties. Et l'idée, c'est que là, on a un humain qui commence à dire quelle est la sortie qu'il préfère. Donc en fait, on a un dataset de préférence. Donc c'est un petit peu, c'est une donnée qui est peut-être un petit peu plus abstraite, un peu plus subjective, mais qui permet de dire bah, quelle est la réponse qu'on s'attendait à avoir à un prompt donné. Pardon. Et la solution d'Instruct GPT, donc c'est aussi un petit peu ce qu'a fait ChatGPT, etc. Une solution qui marche très bien, mais qui est pas forcément simple à mettre en place. C'était d'avoir un modèle, un deuxième LLM, alors qui était plus petit, mais d'en avoir un deuxième, qui en fait donnait une récompense à notre réponse. Et donc plus la récompense était élevée, plus c'était une réponse qu'on voulait évidemment encourager et augmenter sa probabilité. Et puis c'est une mauvaise réponse, ben là au contraire, on veut la décourager et diminuer sa probabilité. Et pour ça en fait, ils utilisaient l'apprentissage par renforcement, qui est d'ailleurs finalement, l'apprentissage par renforcement pour le biaisage des LLM pour les préférences humaines, c'est un petit peu une des seules utilisations d'apprentissage par renforcement qui a réussi à percer. Et globalement, on peut constater quand même que ça marche très très bien par ChatGPT, InstructGPT et ainsi de suite. Mais derrière, c'est quelque chose qui était assez difficile à mettre en place parce que la reward model, il faut l'entraîner. Donc, alors c'est plus petit, mais ça reste quand même pénible à entraîner. Ça peut déjà être quelques milliards de paramètres. Et puis l'apprentissage par renforcement, c'est hyper fastidieux à mettre en place, hyper sensible aux hyperparamètres, etc. Oui, pour que ce soit clair, là, c'est bien un modèle supplémentaire qu'on va entraîner à produire une récompense. Ouais. Et du coup, sur un dataset de préférence. Exactement. Et en fait, alors chose un petit peu marrante, c'est si on regarde un petit peu la formule, c'est que les récompenses qui doivent sortir doivent traduire la probabilité qu'on préfère une réponse à une autre. Et la formule a l'air un petit peu barbare, mais en fait, on l'a déjà rencontré dans notre vie sans vraiment le savoir, puisqu'en fait, les scores Elo, typiquement qu'on va retrouver dans les classements aux échecs, dans les jeux vidéo, et toutes ces variantes, variantes MMR, etc. En fait, ils traduisent un petit peu exactement ce système de récompense. Donc en fait, c'est pas finalement une sortie qui est totalement sortie du chapeau. C'est un système qui a un petit peu fait ses preuves et qui est utilisé déjà pour faire du classement. Le seul, après, donc du coup, il y a eu le RLHF donc qui était difficile à mettre en place, et en fait, on a réussi à trouver une méthode qui a un autre nom, mais qui est en fait une solution un petit peu avec une formule analytique plus simple à mettre en place. Mais en fait, c'est là-dessus que la KTO va jouer. C'est finalement, est-ce que cette formule-là, c'est vraiment la meilleure formule qu'on puisse trouver? Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des biais humains qu'on va retrouver un petit peu expérimentalement. Et quel genre de biais humains je parle? Et en fait, par exemple, si on propose un petit jeu, donc je sais pas si Léo, tu aimes jouer. Ouais, j'aime bien jouer, oui, effectivement. Si tu acceptes de jouer, on pourrait dire, tu as 80% de chance de gagner 100 €, donc ce sera un tirage aléatoire, et 20% de chance de ne rien gagner. Ou alors tu peux choisir de ne pas jouer et de recevoir instantanément 70 €. Donc quel est ton choix, toi? Moi, je prends le second. Toi, tu prends les 70 €. Sur les gains. Ouais, je pense que moi aussi je ferais ça. Je sais pas si Kamel ferait ça aussi. Et en fait, ça dépend un peu des gens. Et en fait, c'est un biais finalement qui pourrait être considéré comme pas très rationnel parce qu'en fait, on pourrait se dire,
dans la première solution, en moyenne, je vais gagner 80 €. Donc en fait, on pourrait imaginer que c'est mieux. Et en fait, finalement, le biais humain préfère s'assurer d'un gain certain, même s'il est il est inférieur, que d'avoir quelque chose de probabiliste. Donc ça, c'est un petit peu une aversion au risque, qu'il y en a qui appellent ça, qui est quelque chose qu'on pourrait imaginer de pas très rationnel, ou alors faudrait réétudier un petit peu ce qu'on appelle le rationnel. Mais donc du coup, c'est un biais humain qu'on pourrait vouloir intégrer aussi dans dans notre préférence à l'alignement. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'en fait, si on fait un peu le jeu opposé, c'est-à-dire 80% de chances où vous devez me donner 100 €, ou alors vous pouvez éviter le jeu et me donner 70 €, et ben là, en fait, expérimentalement, d'un coup, les gens, ils veulent jouer pour essayer de limiter la perte au maximum. Et puis en fait, d'un autre côté, on a aussi une aversion à la perte. C'est si je trouve 100 € par terre en rentrant chez moi ce soir, je suis hyper content. Si je perds 100 €, ben je suis dégoûté. Et en fait, je serais plus dégoûté de perdre 100 € que je ne serais content de trouver 100 €. Peut-être même d'ailleurs un corollaire, c'est que si je trouve 100 € et qu'ensuite je les perds, bah au final financièrement la situation elle est neutre. Mais en fait, je suis quand même un peu dégoûté. Donc ça, c'est un biais humain qui peut être un peu bizarre, mais qu'on veut mettre en place. Et en fait, d'ailleurs, mathématiquement, on peut montrer que le RLHF satisfait un petit peu ça. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de le représenter? C'est là que des économistes et psychologues, donc Daniel Kahneman et Amos Tversky, donc rien à voir avec le deep learning, mais ils mettaient en place au contraire un genre de framework qui essaie de créer une fonction qui intègre justement ces biais humains. Donc d'ailleurs, Daniel Kahneman, il me semble, a eu le prix Nobel pour ça. Tversky l'a pas eu parce qu'il était décédé avant, et le prix Nobel ne peut pas être donné à titre posthume, mais sinon certainement qu'il l'aurait eu. Et en fait, derrière, c'est fait avec des expériences, avec des humains. Alors c'était fait sur des expériences avec du jeu d'argent. Donc la formule là, elle est en bas à droite. Elle est un petit peu barbare, mais en fait, quelque sorte, c'est un petit peu ça aussi qu'on veut retranscrire, la version aux pertes, la version à la risque, au risque, pardon. Et aussi le fait que le retour sur investissement, plus je suis riche, moins gagner de l'argent m'intéresse, entre guillemets. Et donc ça, c'est des biais humains qu'on souhaite intégrer. Et l'idée, c'était d'intégrer ça directement dans l'alignement aux préférences. Et donc on a eu quelques petits effets secondaires qui étaient vachement intéressants. Donc en fait, l'un des effets secondaires intéressants, c'est que plutôt que d'avoir besoin d'avoir un dataset de comparaison, on peut juste savoir est-ce que la réponse elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien. Donc pouce vert, pouce rouge. Donc en fait, ça c'est un type de données qui en quelque sorte est moins riche en informations, mais qui est vachement plus facilement disponible sur Internet. Typiquement sur YouTube, sur Reddit, Netflix, on peut dire j'aime pas. On n'a pas vraiment de comparaison entre les vidéos sur YouTube. On dit juste j'aime ou j'aime pas. Donc en fait, c'est un type de données qui en quelque sorte contient moins d'informations, mais qui est vachement plus facile à retrouver. Et en plus, expérimentalement, même sur des types de données qui conviennent très bien au RLHF ou alors à sa variante la DPO, et ben en fait la KTO parfois elle s'en sort mieux pour des raisons de régularisation. Elle est plus résistante au bruit, au fait que les datasets sont pas forcément cohérents. Étant donné que c'est du dataset de préférence, c'est hyper subjectif. Donc on pourrait imaginer qu'entre une réponse A et une réponse B, moi je préfère la A et peut-être que Léo va préférer la B. Et ça, pour des méthodes un peu plus qu'on avait avant, ça pouvait un peu tout casser. Là où la KTO, elle va rester plus neutre. Donc en fait, on va s'adapter mieux au fait que nos datasets soient bruités. Et finalement, ça pourrait être un petit peu le futur de l'alignement. Est-ce que la KTO va remplacer tout? Donc ça, après, l'avenir va le montrer, mais globalement, c'est quand même un candidat vraiment très très sérieux pour remplacer les algorithmes d'alignement actuels. Oui, parce que pour faire un rappel, l'état de l'art. Ce qui est très utilisé actuellement, finalement, c'est quand on a de l'argent, on va plutôt utiliser du RLHF, avec un système par renforcement learning, et ce qui est fait de manière très courante, ça va être l'usage du DPO. Ouais. Donc avec de l'optimisation à préférence directe. Tu peux rappeler rapidement pour nos auditeurs ce qu'est le RLHF et le DPO. Comme le disait Nathan, le RLHF, on va construire un modèle supplémentaire qui va s'occuper de faire une reward, donc de dire si notre réponse elle est bonne ou pas. Là où la DPO, ça va être fait directement par le modèle. Dans les deux cas, on utilise un dataset de préférence qui dit si je préfère cette réponse ou celle-ci. Et là, du coup, ce que nous a présenté Nathan, ça a l'air d'être pas mal. Ça ouvre les portes à de nouveaux types de datasets, à plein de données qui étaient pas forcément utilisables, du moins pas avec ce genre d'algorithme. Et donc, à voir exactement comment ça va se retranscrire dans les futurs modèles. Voilà. Généralement, on verra rapidement si typiquement GainFace ou un autre acteur majeur développe une librairie pour... Alors, la KTO est déjà mise en place. Il y a une librairie qui s'appelle TRL
et elle met en place bien sûr le RLHF et la DPO, mais ça prend même en compte la KTO et d'autres algorithmes qui sont encore plus récents parce que le mois de mars a été très généreux en alignement et j'ai pas forcément pu tout tester. KTO, j'ai pu la tester d'ailleurs sur un GPT-2 extra large, donc sur un relativement petit modèle et effectivement ça marchait plutôt bien. Mais j'ai pas pu tester tous les algorithmes qui sont sortis en mars, donc c'est pour ça que je les évoque pas, mais il y aurait plein de choses qui apparaissent et potentiellement Hugging Face en propose une implémentation déjà. Ok. Petite question, vu que tu dis que tu as pu tester, ça en termes de difficulté à mettre en place, ça allait? C'était, ben alors en fait, difficulté à mettre en place, ça a été un peu plus difficile parce qu'en fait, pour me former un petit peu, donc du coup, je l'ai réimplémenté moi-même. Mais en fait, finalement, si on veut réutiliser Hugging Face, c'est extrêmement simple. Et puis même à réimplémenter, c'était quand même assez raisonnable. C'est vraiment, alors c'est un petit peu de travail d'ingénierie, un peu de code, mais globalement, ça reste une méthode vraiment simple à mettre en place. Ok. Quelqu'un demande le nom de la librairie que tu Alors c'est évoquais, TRL. Ça doit être Transformer Reinforcement Learning, je crois que ça voudrait dire. Donc TRL, les 3 lettres. Voilà. Eh bien, merci Nathan pour cette présentation. Je vous propose de passer à la suite. Alors, tu continues avec une seconde revue de papier? Une deuxième revue de papier. Eh ben, je t'en prie, Kamel. Donc le mois dernier, on vous en avait déjà un peu parlé dans les Paperstorm à la toute fin, je l'avais évoqué comme potentiellement un papier intéressant, avant même que de grands personnes influentes en IA repartagent ça, on était premiers sur l'information, en IA en tout cas. Et bien on vous parlait de Galore. Galore, c'est un papier qui va être intéressant parce qu'il permet, il débloque la possibilité d'entraîner des modèles qui sont très larges sur du matériel qui n'a pas tant de mémoire que ça parce que c'est du matériel grand public. Donc revenons un peu sur le contexte. Aujourd'hui, on a très souvent des modèles qui sont relativement massifs. Dans le cas d'un Llama 7B, en fait, en termes de consommation mémoire, ne serait-ce qu'avec une taille de batch de 1 et un optimiseur tel que Adam, on arrive à une occupation mémoire de 58 gigas, qui peuvent être décomposés avec 14 gigas de modèle, 14 gigas de gradient. Les états de l'optimiseur, 28, parce qu'en fait, dans un optimiseur comme Adam, on a 2 sets qui sont égaux à la taille des gradients, et ensuite des activations de 2 gigas. Et 58 gigas, c'est bien au-dessus des 24 gigas de disponibles dans une carte graphique grand public, telle qu'une RTX 4090. Et une bonne carte graphique. Même si elle est grand public, c'est le haut de gamme, c'est ce qu'il y a de plus haut de gamme accessible au grand public. Donc je le disais, finalement notre consommation pendant l'entraînement, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont consommer de la mémoire. Les poids du modèle vont être tout le temps là finalement. Les poids et on va avoir des choses telles que les activations qui vont pendant la phase de propagation vont prendre de plus en plus de mémoire, vont perdre pendant la phase de rétropropagation. Mais au global, tout ça cumulé fait qu'on a des besoins de mémoire relativement élevés. On peut dire c'est pas juste relativement, c'est très élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces coûts? Il y a eu plusieurs approches. Est-ce qu'on peut faire en sorte que notre gros modèle Llama, par exemple, immense modèle, et encore, c'est pas le plus grand, hein. Llama 7B, ça reste petit dans l'écosystème des LLM, hein. Il y a encore bien plus grand que ça, mais même celui-là ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu plusieurs approches. On s'est dit, est-ce qu'on peut rendre notre modèle un peu plus léger, peut-être en l'entraînant d'une manière différente. C'est ce que propose Laura. Au lieu d'entraîner, en fait, la phase d'entraînement ne change pas, la phase de pré-entraînement, mais la phase de fine-tuning, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un set de poids qui va être plus petit et qui va faire en sorte, du coup, qu'on va occuper moins de mémoire. Ça, c'est en résumé. Le problème de ça, c'est que on peut pas faire d'entraînement complet avec. On peut faire que du fine-tuning. Donc ça, c'est limitant. Quelqu'un qui voudrait entraîner un modèle depuis le tout début, à partir de son dataset à lui, ou d'un dataset open source qu'il a récupéré quelque part, eh bien, il pourra pas le faire avec Laura, il pourra pas utiliser ça, parce qu'en fait, il faut quand même pré-entraîner la partie bleue qui est ici, et pour ça, il faut le faire avec de l'entraînement standard. Donc, c'est une solution, mais elle est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est là qu'intervient Galore. Galore, ce qu'ils se sont dit, c'est plutôt que d'essayer de compresser les poids de notre modèle, ou en tout cas les poids qu'on entraîne, c'est ce que fait Laura pendant la phase de fine-tuning, essayons de compresser d'autres éléments, tels que les gradients et les états de l'optimiseur.
Et a priori, leur approche, elle permet, combinée avec quelques autres méthodes d'optimisation, il faut faire gaffe, ici, c'est pas entièrement permis par Galore. Il y a une autre approche qu'on évoquera un peu après, qui permet ensemble de faire tourner un Llama 7B avec un batch size de 256 sur une RTX 4090. Et là, on vient de débloquer quelque chose pour le grand public. Voilà, une capacité qu'on n'avait pas. Ça, on pouvait pas. Il va y avoir des contre-coups, vous allez le voir après, notamment en termes de temps de calcul, mais au moins quelque chose, c'était pas faisable et maintenant c'est faisable. Je vais commencer par une vulgarisation pour ceux qui sont pas très familiers avec les manipulations de matrices et le calcul vectoriel, etc. Imaginez simplement que cette approche, ce qu'elle consiste à faire, c'est quand on fait un entraînement, d'habitude, on prend notre modèle, c'est notre camion avec notre lama, et il suit des routes. Et il suit des routes relativement dans un maillage très très compliqué, très très fin. Eh bien, au lieu de faire ça, on va passer par le train. On va prendre des chemins qui sont précontraints et très limités, mais qui ont l'avantage de pouvoir transporter notre modèle. On change pas la taille de notre lama finalement, hein. Il rentre toujours dans le même cargo, mais on le met dans un train et ce train-là, il va suivre des rails un peu plus légers. Donc le chemin d'entraînement, c'est pas exactement le même. Il va y avoir des différences. Si je veux atteindre une petite ville, le point optimal qu'il fallait atteindre, c'était une petite ville dans le sud de la France qui n'est pas desservie par le train. Bon bah du coup, on va avoir qu'une approximation à la fin. Ça c'est un peu le problème de ce train. Mais potentiellement, le fait de faire ces chemins un peu plus simplifiés, ça permet malgré tout d'entraîner le modèle suffisamment bien, tout en rentrant dans la consommation mémoire. Maintenant, la version un peu plus technique, pour ceux qui n'ont pas peur. Sinon, pour ceux qui sont pas encore familiers, je vous mettrai 2 sources dans la description de la vidéo qui permettent de bien comprendre des concepts importants que sont les multiplications de matrices, les concepts de base tels que la projection, quels sont les termes importants sur qu'est-ce qu'une matrice positive, une matrice, une identité, etc. Voilà. Donc, dans l'entraînement classique, on a W, nos poids, l'ensemble de nos poids, qui sont mis à jour en prenant les poids d'origine, l'initialisation de base, et en y rajoutant une petite variation qui est fonction des gradients, le G ici. Donc là, une fonction des gradients, typiquement, ça va dépendre de l'optimiseur. Selon l'optimiseur, ici, la fonction, elle peut être plus ou moins consommatrice de mémoire. Un optimiseur comme SGD va consommer 1 fois la taille des gradients, un optimiseur comme ADAP va consommer 2 fois la taille des gradients. Et donc, plus les gradients sont gros, plus le modèle est gros, plus les gradients sont gros, plus ces consommations-là sont grandes aussi. Donc ça, c'est le modèle classique. Et l'idée, ça va être de compresser ce GT, tout simplement. Ce GT, comment est-ce qu'on va réussir à réduire sa taille? Parce que si on arrive à réduire sa taille, on arrive aussi à réduire la taille des éléments de l'optimiseur, des états de l'optimiseur. Donc c'est là tout le jeu. Eh bien, on va faire une décomposition de notre gradient. Et là, bon, c'est un peu plus barbare, mais tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on va décomposer notre gradient en 3 matrices. Et ces matrices-là, elles sont plus petites, elles sont plus légères, et ça a l'avantage du coup de permettre une approximation de cette matrice des gradients par une matrice plus petite. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle une SVD, une Singular Value Decomposition. Pour que vous compreniez rapidement ce qu'est une SVD, c'est une méthode qui permet de décomposer n'importe quelle matrice en 3 autres. Selon dans ces 3 matrices-là, on peut en garder une sous-partie. Et en fait, quand on en garde une sous-partie, on dit qu'on peut s'arrêter à un certain nombre au rang 3, 4 ici. Eh bien, on va pouvoir avoir une approximation plus légère, plus compacte de notre matrice. Si on l'utilise par exemple sur des images, on va avoir une version compressée de l'image un peu floue, mais potentiellement encore assez réaliste. Oui, parce qu'on prend les vecteurs qui les plus importants. Exactement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces matrices-là, ce qui est intéressant, c'est que quand on les calcule, je ne rentre pas dans les détails de comment est-ce qu'on les calcule, on peut ensuite on les trie ensuite par ordre d'importance, et ensuite on garde les colonnes ou les lignes les plus importantes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait. On va utiliser cette méthode-là, la SVD, pour approximer nos gradients, compresser cela, et par effet boule de neige, on va du coup aussi compresser les états de l'optimiseur. Ça a des petits détails d'implémentation sur l'algorithme. Si on le déroule, le début est relativement similaire à une méthode Adam
standard, c'est-à-dire qu'on va initialiser les poids de l'optimiseur, on va commencer notre étape, et pendant tout l'entraînement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le gradient. Périodiquement, et là c'est ce qui est intéressant, c'est que périodiquement seulement, on va faire ce calcul de projection. On va pas le faire à chaque étape de l'entraînement, parce qu'en fait, on peut réutiliser les matrices à gauche et à droite comme projeteurs, et c'est tant qu'on les utilise pas trop de fois. Attention, il faut qu'en fait, entre la première et la deuxième étape, on soit encore à peu près dans le même espace au niveau, pour ce qui est de la représentation des gradients. Et du coup, la projection, l'approximation qui est apprise, elle est toujours pertinente. Donc ça, c'est le premier élément de subtilité dans cette approche-là. Le deuxième élément, c'est qu'ils font encore pire que juste utiliser les matrices décomposées. Ils en prennent qu'une seule des deux. Enfin, ils prennent... il y a la matrice de gauche et la matrice de droite qui permettent de projeter et d'avoir une compression de notre matrice. Et en fait, ils en prennent qu'une seule des deux. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois, ils regardent laquelle est la plus importante, laquelle a les valeurs les plus importantes et apporte la meilleure projection, et ils vont choisir celle-ci. Et donc, encore une fois, ça a pour effet de diviser aussi par 2 le coût mémoire de cette méthode-là, parce que cette méthode-là aussi, sinon elle aurait eu un coût. Et ensuite, on obtient notre gradient approximé, on fait notre méthode Adam classiquement, on va faire nos calculs de moment, on va les mettre à jour, etc. On va mettre à jour nos poids et on va passer à l'étape d'après. Donc relativement simple finalement, quand on le voit comme ça. Ce qui est vraiment dur, c'est comprendre en fait comment fonctionne une SVD. Mais ça, on le laisse pour d'autres vidéos et d'autres personnes. Une chose qui est intéressante, ils ont mené quelques études. En fait, selon le nombre de colonnes et de lignes qu'on choisit dans les matrices qui sont à gauche et à droite, d'ailleurs on les nomme vraiment par matrice gauche et matrice droite, hein, c'est vraiment ça. Eh bien, on obtient des performances de plus en plus dégradées. Plus on compresse, moins on choisit de colonnes et de lignes, moins on a des bons résultats. Mais ce qu'ils identifient aussi, c'est que quand ils font ça, ils peuvent le compenser en faisant plus d'étapes de calcul. C'est ce qu'on voit à droite, en fait. Finalement, à un niveau de compression donné, on arrive à obtenir les mêmes résultats qu'un autre moins compressé en allant plus loin dans les étapes de calcul. Donc, l'entraînement va être plus long, mais une fois de plus, on rappelle qu'auparavant, il n'était même pas possible. Donc, ça débloque quelque chose. Ils ont aussi mené des petites études sur à quelle fréquence on met à jour ces matrices de projection. Et il y a un optimal. Il faut pas le mettre si on met pas à jour trop fréquemment. Bon, le problème, c'est que ces matrices-là, elles sont des approximations très lointaines. On n'obtient pas des représentations des gradients compressés qui sont réalistes et qui sont fidèles aux gradients initiaux. Donc, en fait, il faut essayer de les mettre à jour plus fréquemment. Mais si on le fait trop, ça coûte plus de temps de calcul. Donc, il y a ce petit compromis. Mais il s'avère qu'il n'y a pas besoin de le faire trop fréquemment. Donc, une fois toutes les 100 itérations, ils arrivent à entraîner leur modèle sans perte par rapport à la méthode classique. Et là, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode, finalement, elle permet pas juste le fine-tuning, elle permet l'entraînement d'un modèle complet depuis son initialisation aléatoire au tout début. Combiné, et quand je dis elle permet ça sur une RTX 4090, c'est combiné à une autre méthode qui s'appelle le gradient checkpointing. C'est pas toute seule, c'est pas cette méthode entière, c'est le petit point de détail. Oui, parce que du coup, si on comprend bien, c'est une méthode qui est orthogonale aux autres méthodes qu'on connaît. On peut tout utiliser avec. Là, parce que là, on peut voir sur ton graphique, si on a un 8 bits galore, donc j'imagine que 8 bits, c'est juste pour l'optimiseur. L'optimiseur. Mais on pourrait le mettre avec une précision plus faible sur le reste de notre modèle. Oui, on pourrait faire. En fait, cette méthode, pour le coup, elle est vraiment, et ils ont fait quelques tests, elle est vraiment applicable avec tout. Elle est même recombinable avec du LoRa. Donc, du LoRa, de la FSDP peut-être? Alors, FSDP, DDP, théoriquement, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de bosser dessus. J'ai pas mal suivi ce qu'ils font. Et ils essaient même d'implémenter ça nativement dans les librairies Hugging Face et PyTorch, et ça va probablement arriver. Et en termes de performance, on voit qu'avec un rang de 4, c'est-à-dire qu'une compression très très forte finalement, hein, on arrive à avoir les mêmes performances que l'entraînement classique en fait. Donc ça pour le coup, c'est vraiment important. On n'a pas de dégradation de la qualité des résultats finaux. Mais alors attention, une fois de plus, ce résultat, il n'est pas à nombre d'itérations égales.
Donc, c'est potentiellement aussi normal qu'on ait des meilleurs résultats dans Galore par rapport au full fine-tuning. Ça paraît contre-intuitif parce que on se dirait que celui-ci est censé être le meilleur, la version native. Mais comme ils ont dû mettre à jour augmenter leur nombre d'étapes, ils ont peut-être poussé leur entraînement un peu plus loin que ça n'a été fait avec le full fine-tuning. Voilà. Il y a ce contrepartie. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut ne pas perdre de performance en qualité des résultats finaux. L'autre point, du coup, en découvrant ce papier, en regardant, j'ai commencé à m'intéresser. Mais alors ça, c'est super intéressant. On peut compresser les gradients. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a déjà quelque chose qui est fait de similaire, mais qui est pas utilisé avec les mêmes objectifs. C'est pour quand on fait du parallélisme sur plusieurs GPU, plusieurs nœuds de calcul, il y a quelque chose qui rentre en compte très vite, c'est les coûts de communication, et notamment les coûts de communication des gradients. Et en fait, j'ai découvert que dans PyTorch, on peut communiquer entre les nœuds de calcul des gradients compressés. Et c'est déjà intégré nativement, notamment avec ce qu'ils appellent les communication hooks, et en activant le hook qui s'appelle PowerSGD. Donc et d'ailleurs, cette version-là, pour le coup, a priori, ça ne dégrade pas non plus les résultats. C'est au contre-coup d'une occupation mémoire un poil plus importante ici. C'est temporairement, mais on réduit la latence et on réduit les problèmes de communication. On espère que sur Jansday, avec la prochaine extension, on n'ait pas à avoir qu'on n'ait pas besoin de recourir à de telles méthodes. Normalement, les canaux de communication entre les GPU et les nœuds de calcul devraient être bien assez rapides pour ne pas avoir besoin de ça. Mais selon les endroits où vous calculez, peut-être que c'est une approche qui peut être intéressante. Voilà. C'était tout pour Galore. Très bien. Eh ben, merci Kamel pour cette présentation. Je vous propose de finir rapidement cet épisode de Panoramia avec notre Paperstorm. Ce premier papier qui est du coup, tout va s'enchaîner, vous allez voir d'une manière élégante. On parlait juste avant des GPU Nvidia. Donc comme je disais, c'est un GPU qui est plus rapide, mais c'est surtout ça vient avec une infrastructure de communication importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un petit modèle d'IA, on le fait tourner sur un petit GPU. Quand on va un peu plus loin, on va sur un mésocentre, donc un centre de calcul local. Et après, on passe sur des clusters nationaux européens, donc typiquement Jansday ou à l'extérieur. Quand on est une entreprise privée, on va aller chez AWS, Amazon, Azure ou autre pour demander des ressources de calcul, et on va devoir s'étendre. Donc on va devoir faire, généralement, on fait de la distribution, donc on va utiliser plusieurs GPU. L'un des problèmes, c'est la communication. On se rend pas forcément assez compte, mais plus on a d'éléments qui doivent communiquer, et suivant la manière dont on réalise nos calculs, donc comment on découpe nos vecteurs, nos produits matriciels, toutes les opérations standards, ça nécessite de faire des échanges de variables entre nos éléments. Et quand on n'a que 2 GPU, ça peut aller, mais quand on commence à avoir des quantités très importante d'éléments, et le fait de se mettre d'accord, c'est comme le téléphone, hein. Si vous faites une visio avec une centaine de personnes, c'est très compliqué de s'entendre et de progresser. En IA, c'est un peu la même chose. Donc du coup, on essaye d'accélérer le réseau. Ça, c'est la partie hardware. On essaie de répondre à la problématique un peu avec de l'ingénierie matérielle, mais on peut le faire aussi avec du logiciel. Et c'est le cas avec le principe d'asynchronisme. Donc là, vous avez ce papier de DeepMind sur un système asynchrone avec des descentes de gradients en RGD locales. Je vais vous descendre un petit peu assez rapidement. L'idée, c'est plutôt que de faire des synchronisations sur l'ensemble de nos GPU, donc sur de la distribution en data, donc le parallélisme le plus simple et le plus utilisé. On va le faire, mais pas tout le temps, de manière asynchrone, ce qui fait qu'on va pouvoir économiser des communications ou pas forcément devoir s'attendre les uns les autres pour pouvoir échanger. Et ça va nous faire gagner quelques pourcents de temps. Mais c'est quelques pourcents sur un apprentissage d'un LLM, donc un modèle de fondation sur beaucoup de ressources, c'est un temps précieux qui peut être gagné. Il y a d'autres façons de faire. Donc là, c'était avec de l'asynchronisme. Ici, vous avez ce second papier CO2 Efficient Distributed Training with Full Communication Computation Overlap, où là, l'idée va être à peu près similaire. On va profiter de faire des calculs pour faire notre communication. Faut savoir que sur la plupart du matériel, que ce soit GPU ou CPU, le calcul
et l'échange de données est réalisé par des parties généralement différentes de la puce. C'est plus simple au niveau des processeurs standards où généralement, quand on va faire un appel au disque, donc on va demander à notre disque dur de nous renvoyer une information, et ben pendant ce temps-là, pendant qu'il y a cette chose qui est en pending, qui est en attente, on va pouvoir faire des calculs et donc on va avoir deux choses qui se passent en même temps et ça nous fait gagner du temps. Donc ça c'est une méthode. Une autre méthode, donc différente de semblable mais différente de la synchronie, qui permet justement de réduire le temps passé en communication parce que c'est du temps où on fait des calculs en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui a été utilisé dans ce troisième papier, donc qui est un modèle de chemin distribué, donc d'IPACO, qui utilise justement cette technologie de local HGD afin d'avoir de l'asynchronisme et de réduire les communications, ou du moins de les camoufler, on va dire, de les overlapper, comment on dit en français, de les superposer, et d'accélérer l'apprentissage. Tant que je suis dans le parallélisme, un autre papier que si vous avez des modèles avec des degrés de parallélisme importants et notamment des LLM, peut être intéressant à lire. Donc voilà, avec une implémentation de l'attention, de la linear attention en parallélisme. Le sequence parallélisme, donc le parallélisme de séquence, c'est utilisé dans les LLM. Quand on atteint un niveau de remplissage mémoire vraiment très important, découper le modèle en petits morceaux ne suffit pas ou n'est pas toujours la meilleure solution parce que il y a certaines communications qui vont devoir être faites et il peut être avantageux, typiquement si on a une phrase, de couper notre phrase en morceaux et de distribuer ces morceaux sur différents GPU. Donc c'est une méthode qui propose de meilleurs résultats que ce qui existait auparavant. Gros point sur ce papier, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est un début il initialise le début d'un changement de paradigme sur la précision des modèles. C'est un papier de Microsoft sur l'apprentissage d'un LLM en 1 bit. En l'occurrence, c'est 1.58 bits. On va encoder notre modèle soit en -1, 0 ou 1. Et donc là, vous avez le principe. L'avantage, en fait, il est très rapide, très fort, parce que plutôt que de faire des multiplications matricielles qui nécessitent des multiplications et des additions, on va se retrouver à juste faire des additions. Et ça, en termes d'efficacité matérielle sur GPU ou même sur d'autres matériels type FPGA ou autres, ça va accélérer drastiquement le calcul. Sans compter que là, on n'est plus sur ce qu'on pouvait avoir avant avec des flots de 16, des flots de 8, des int 8, des int 4. Là, on est à un niveau très très faible de représentation. Et donc en mémoire, c'est exceptionnel. Le modèle est pas état de l'art, hein, il n'a pas des performances incroyables, mais il s'en rapproche fortement. Et on change de paradigme parce que finalement, on va pouvoir faire des apprentissages, faire de l'inférence sur des modèles avec des représentations tellement faibles que ça pourra faire tourner des LLM de très grande taille, donc avec des milliards, des dizaines ou centaines de milliards de paramètres sur du petit matériel, possiblement de l'embarquer sur des montres connectées, des frigos, que sais-je. Autre modèle qui a fait sensation un peu plus récemment, c'est Jamba. C'est la fusion des deux mondes. Donc dans Panoramia, on vous a déjà présenté Mamba, qui est un selective state model, donc qui est une autre architecture différente des transformers, qui plutôt que de faire de l'attention sur toute la séquence, va plutôt se rapprocher des RNN avec quelque chose d'itératif et qui va faire de la compression au fil du temps. Donc ce qui permet d'avoir des séquences beaucoup plus grandes. Et donc on se retrouve à avoir d'un côté quelque chose qui a une attention sur l'ensemble des éléments. Donc, il va avoir beaucoup d'informations et de l'information autocorrélée un peu partout, avec quelque chose qui peut prendre des éléments plus grands, mais justement qui perd cette information. Et là, c'est le mélange des deux mondes, où on va superposer différents types de couches. Je vais essayer de vous trouver le schéma. On va vous intercaler différents types de couches, bon, vous allez voir par là, avec un certain ratio entre des couches de Mamba et des couches de transformers traditionnels. On a aussi des mixtures of experts, donc ce qui permet d'avoir des modèles de taille plus grande, mais qui à l'usage sont plus réduits. Et c'est un modèle qui propose de très très bons résultats, qui
qui devrait être facilement utilisable puisque c'est des couches qui sont déjà très connues. Je peux dire qu'il y a déjà eu pas mal de gens qui se sont amusés à le fine-tune, etc. Et a priori, les gens n'ont pas trop de problèmes à l'utiliser. Donc voilà. Autre papier, je vais juste passer dessus pour vous le citer, c'est l'attention cachée justement de l'architecture Mamba. C'est un papier qui s'intéresse à savoir comment est-ce que ça fonctionne et qui essaie de montrer qu'il y a bien d'une certaine manière un mécanisme d'attention qui émerge de cette architecture. Deux autres papiers. Le premier, c'est Can we understand plasticity through neural collapse? Ça se rapproche un peu du cerveau. Notre cerveau, il a une certaine plasticité. Il peut pas se déformer, mais il peut se reconstruire pour qu'on puisse stocker au fil de notre vie de l'information. Et ben les réseaux de neurones, c'est la même chose. Suivant à quel point on va pousser l'apprentissage, atteindre l'overfitting, et ben on a une certaine plasticité à l'apprentissage de nouvelles tâches. Donc typiquement, si on prend l'exemple basique, c'est la classification. Si on fait un effort de classification que sur des vêtements, on a un modèle qui est très performant et qu'on essaye de le transformer pour une autre tâche de classification, mais sur quelque chose de complètement différent, bah les performances de l'un vont monter, mais de l'autre tâche va diminuer. Donc c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Donc cette étude s'intéresse à ça, voir ce qui est possible d'être fait. Autre papier un peu dans la même mouvance sur l'inefficacité des layers en profonde, où là le papier s'intéresse plutôt à l'effet du pruning et surtout l'effet du healing. Donc le healing, c'est ça correspond à la notion du fine tuning qu'on réalise après avoir pruné notre modèle. Donc pour le rappel, pruner notre modèle, ça revient à enlever des poids. Le fait qu'on enlève ses poids, donc on a un modèle plus petit, donc pour l'inférence c'est super, ça va plus vite, ça prend moins de mémoire, mais on perd un peu de performance et donc du coup ça s'intéresse à ces effets. Je finis avec des papiers un peu plus simples, une nouvelle méthode pour mesurer la similarité de style dans la diffusion de modèles. Ça va être utile pour la suite, pour justement qu'on va avoir des images à peu près similaires ou à l'inverse très diverses. Donc voilà, ça redonne des outils pour ceux qui développent les modèles de diffusion. Toujours dans les modèles de diffusion, l'arrivée du quantique. Voilà, il y a des algos quantiques, donc qui profitent du matériel quantique, qui permettent d'accélérer justement le sampling des modèles de diffusion. Les résultats pour le moment sont pas incroyables parce que c'est le début de ce nouvel arc narratif au niveau calculatoire, donc d'utiliser du quantique avec un certain nombre de qubits. Donc c'est assez technique. Voilà, j'ai pas tout compris dans le papier. Si vous êtes du domaine, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et le dernier papier, Reward Bench, qui est un framework, une bibliothèque, du code, un dataset avec des sub-datasets intéressants qui permet de mesurer les modèles de reward, comme le présentait Nathan avec le RLHF. Le RLHF, on veut faire un modèle qui est capable de savoir qu'est-ce qui est mieux. Et là, ça permet de mesurer à quel point ce modèle est performant. Donc c'est un peu récursif. On fait un premier modèle, on en fait un deuxième pour évaluer le premier, et là c'est un benchmark pour évaluer le second. Donc voilà, c'est un peu méta, mais c'est plutôt intéressant. Et ce sera tout pour ce Paperstorm. Sur les prochaines dates, la prochaine session aura lieu le 3 mai. Si vous êtes intéressé, il y a des formations qui sont disponibles qu'on propose à l'IDRIS pour nos utilisateurs, pour les gens académiques, mais aussi les entreprises via la formation entreprise du CNRS. Donc il reste des places. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les voir et vous inscrire. Et on vous dit à bientôt, en espérant qu'on ait moins de problèmes la prochaine fois.